Ok, c'est bon. Bonjour. Alors, comme vous avez vu, je ne suis pas expert en dépannage Mac, Google Slides, je m'excuse, mais les bases de données, je connais au moins, donc ça ira, ça ira. Donc, je suis Karen Jex, je suis Senior Solutions Architect chez Crunchy Data et je suis ravie d'être là, parler bases de données, parce que c'est un peu ma passion. Donc, qui suis-je? Comme j'ai dit, Karen Jex. Je ne suis pas dev, mais comme indiqué dans ce petit schéma de ma carrière jusqu'ici, je connais les bases de données. J'ai toujours travaillé avec les bases de données. J'étais DBA pendant 20 ans, puis consultante de bases de données et maintenant Senior Solutions Architect. Mais je travaille toujours qu'avec les bases de données et surtout avec les bases de données Postgres. Pendant tout ce temps, j'ai travaillé avec beaucoup de devs et moi, ils et elles m'ont appris énormément de choses et j'essaie en récompense de partager un peu mes connaissances bases de données avec eux. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Donc, il y a d'abord la partie intro, parce que j'aime toujours parler un peu de ce qu'on va faire et pourquoi. Et puis, une partie où trouver les infos, parce que c'est pratique de pouvoir de savoir où chercher. Et pour ceux et celles qui étaient dans le talk de Laetitia mercredi, on sait que même les experts en base de données ont besoin toujours de chercher dans les docs pour les réponses. Aujourd'hui, les exemples et les détails que je donne sont pour Postgres, parce que c'est la base de données avec laquelle je travaille et avec laquelle travaillent énormément de devs. Mais sachez que les notions, les idées et les méthodes utilisées pour pointer les soucis bases de données, ça applique à toutes les bases de données. Et puis, presque tout le reste, c'est à peu près la partie au secours. Qu'est-ce que je fais si je peux pas me connecter à ma base de données, si j'ai perdu des données, si j'ai une erreur que je ne comprends pas, etc., etc. Et à la fin, une petite partie, comment s'entraîner, parce que c'est pas marrant d'être face à un nouveau souci dans l'urgence. C'est beaucoup mieux d'avoir déjà fait un peu d'entraînement et de savoir un peu à quoi s'attendre. Allez, go. J'ai remarqué qu'en tant que dev, vous êtes de plus en plus amené à gérer vos propres bases de données. Mais puisque la gestion des bases de données ne fait pas forcément partie de votre formation de dev, vous avez parfois du mal à savoir comment résoudre les soucis que vous rencontrez avec vos bases de données. Que faire alors en cas de souci avec la base de données? Si vos requêtes sont trop lentes, si une erreur s'affiche ou bien une table importante semble avoir disparu. Vous paniquez? Vous suivre rapidement une formation DBA? Vous appelez une amie? L'idée aujourd'hui, c'est de vous donner quelques pistes et la confiance dont vous aurez besoin pour faire face aux soucis les plus courants dans vos bases de données. Une DBA, ça fait quoi? Pas mal de choses liées à la base de données, mais vous n'avez pas besoin, ni l'envie, j'imagine, d'apprendre à faire tout ça. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur cette partie-là, le support et dépannage. Et même dans cette petite partie, il y a énormément de choses à apprendre. Donc, le but, c'est ne pas que vous soyez expert en dépannage base de données au bout de 45 minutes. Je suis désolée, mais ça prendrait légèrement plus de temps que ça. Mais que vous savez au moins où chercher et par où commencer en cas de problème. OK, comme j'ai dit, on ne peut pas tout savoir, mais l'important, c'est de savoir où chercher. Pour Postgres, qu'est-ce qu'on a? On a les docs Postgres. On a la version originale en anglais et la version traduite en français. Il y a la version dans l'URL
Ça, vous pouvez remplacer avec la version que vous utilisez, ou si vous mettez current, ça va toujours donner la version la plus récente, la plus récente qui est en GA. Il y a le help dans l'outil ligne de commande PSQL. Donc, encore une fois, si vous avez vu le talk de Laetitia, vous aurez vu ça. C'est un outil très puissant et c'est hyper pratique pour tout ce qui est dépannage. Il y a les logs Postgres. Donc là, les logs sur votre serveur Postgres contiennent beaucoup d'informations et les messages qui sont, pour la plupart du temps, très parlants. Et puis, il y a les mailing lists, parce qu'on fait toujours les choses un peu à l'ancien chez Postgres, où vous pouvez poser vos questions aux experts Postgres et ils vont vous répondre. Pas toujours hyper gentiment, mais ouais, ça s'améliore un peu, je pense. Et puis, il y a le Slack Postgres aussi, où vous pouvez discuter avec d'autres personnes qui utilisent Postgres et, encore une fois, poser vos questions aux experts. Vaut mieux trouver les logs avant d'en avoir besoin. C'est pas vraiment amusant de chercher les logs quand la base de données ne démarre pas. D'abord, on veut que les logs soient, les messages d'erreur et les messages d'information soient envoyés dans un fichier. Pour ça, on veut Logging Collector, le paramètre Postgres, à on. Déjà, si ça, c'est pas on, il faut le modifier avec un alter system et redémarrer Postgres. OK, donc imaginons que c'est déjà on. Où se trouvent les logs? C'est dans le log directory. On peut voir comment sont positionnés les paramètres Postgres avec un show dans PSQL. Super, ils sont dans un répertoire qui s'appelle log. Mais où ça? Ça, c'est dans le data directory. Et ça, on peut voir avec show data directory. Mais c'est où le data directory? Ça dépend de votre distribution de Postgres. Et vous pouvez configurer que ce soit où vous voulez. Mais avec le show data directory, là, c'est un exemple sous Ubuntu. Là, c'est le data directory sur mon Mac où j'ai installé Postgres avec Homebrew. Le nom des fichiers log, ça dépend du paramètre logFileName et vous pouvez choisir le nom que vous souhaitez. Donc là, par exemple, il y a PostgreSQL et puis le nom de la semaine en anglais. Donc comme ça, on aura un fichier log par jour de la semaine. Et ça va réutiliser les logs au bout d'une semaine. On peut par exemple avoir un log file name avec un timestamp. Donc vous pouvez regarder, comme j'ai indiqué, à chaque partie, je vais donner le lien vers la partie du doc qui donne plus d'infos sur le sujet en cours. OK, donc vous savez où trouver les logs. Ce serait bien qu'ils contiennent des infos utiles. Le logline prefix, ça s'ajoute en début de chaque ligne dans les logs. Par défaut, ça contient que un timestamp et l'ID du process qui a généré le message. On peut y inclure toutes sortes de champs différents et le texte de son choix. Donc ici, j'ai un exemple avec le timestamp, le hôte depuis lequel on s'est connecté, le user PostgreSQL, la base de données et l'ID du process. Et presque le plus important, je mets toujours un petit espace à la fin juste pour séparer le logline préfixe du message, juste pour plus de lisibilité dans les logs. Donc ça, c'était les logs. On a le help dans PSQL. Le anti-slash point d'interrogation va donner des infos sur les commandes internes PSQL. On va en voir quelques-uns pendant la présentation.
Et le anti/help, ça donne des infos sur les commandes SQL. Donc, vous pouvez faire anti/help et puis le nom de la commande pour laquelle vous voulez plus d'infos. OK, maintenant que vous savez où se trouvent les logs, vous avez quelques infos utiles dans les logs. Vous savez où trouver de l'aide. Passons à la partie au secours. Qu'est-ce que vous faites si, par exemple, vous n'arrivez pas à vous connecter à Postgres? Ça peut être pour plusieurs raisons différentes. Donc, la base auquel vous essayez de vous connecter n'existe pas. Le user n'existe pas ou n'a pas les droits de se connecter. Il n'y a pas d'entrée dans le fichier pghpa.conf, le fichier Host-Based Authentication. Le cluster Postgres n'est même pas démarré ou le Listen Addresses, le paramètre Listen Addresses bloque les connexions depuis l'extérieur. Et on va voir toutes ces choses, donc ne vous inquiétez pas si ça ne vous dit rien pour l'instant. Si on appelle PSQL pour se connecter à la base de données sans donner des paramètres, il va utiliser des paramètres par défaut. Donc là, je suis connectée à mon MacBook avec le user Karen. Donc, il va essayer de se connecter au cluster Postgres avec un user Postgres Karen et à une base de données avec le même nom. Il va essayer de se connecter au serveur local, donc avec localhost, et sur le port 5432. Quand j'essaie de faire ça, malheureusement, j'ai une erreur. Je ne peux pas me connecter. Heureusement, comme j'ai dit, pour la plupart, les messages d'erreur Postgres sont assez parlants. Donc là, ça me dit « La base Karen does not exist », ce qui est normal parce que je ne l'ai pas créée. Par contre, j'ai bien créé une base Devoxx France pour cette présentation. Donc, je vais essayer à nouveau de me connecter à cette base de données. Ce que je n'ai pas dit, vous savez déjà peut-être, mais c'est qu'un cluster Postgres, ça peut comprendre plusieurs bases de données. Donc, il faut bien se connecter à la base, à la bonne base de données dans votre cluster. OK, donc j'essaie de connecter à la base Devoxx France cette fois. Cette fois-ci, c'est bon, je peux me connecter. Je peux vérifier avec quel user je suis connecté avec Select Current User. Donc là, je vois que je suis bien connecté au user Karen. Je vais juste vérifier quel user j'ai dans mon cluster. Donc, j'utilise l'une des commandes PSQL interne. Donc, j'utilise le anti/tu pour lister les users. Et pour l'instant, j'ai que le user Karen. Et je vois que c'est un super user. Ça a été créé par défaut quand j'ai fait l'install sur mon MacBook avec Homebrew. Pour la plupart du temps, vous allez voir le user Postgres créé par défaut comme super user. Et petite astuce PSQL, si vous voyez le dièse là, ça veut dire que vous êtes connecté avec un super user. OK. Essayons donc de connecter avec le user Devoxx App User. Là, normal, on a une erreur parce qu'on vient de voir que ce user n'existe pas. Mais encore une fois, le message d'erreur est assez utile. Ça nous dit que le rôle ou user, la plupart du temps, les mots rôle et user sont synonymes en Postgres. Ça nous dit que ça n'existe pas. Je règle ça alors. Je crée le rôle Devoxx App User. Et cette fois-ci, quand je me connecte avec ce user, mince, j'ai encore une erreur. Qu'est-ce qui se passe là? J'ai role Devoxx App User is not permitted to log in. Là, create role, c'est l'un des rares cas où role et user ne sont pas synonymes. Quand on fait un create role, par défaut, c'est avec no login.
ça ne peut pas se connecter à la base de données. Donc là, je vois cannot login. OK, je règle ça. Soit j'aurais pu faire un create user à la place de create role. Soit je peux préciser with login quand je fais le create role. Soit comme je fais là, je peux faire un alter role with login. OK. Une fois qu'on aura fait ça, le user, Devoxx App User, peut se connecter. Ouf. Jusqu'ici, nous avons essayé de se connecter à un cluster Postgres en local. Mais souvent, il faut connecter à un cluster Postgres qui se trouve sur un autre serveur. Dans ce cas, vous pouvez préciser le hôte Postgres avec le -h. Donc là, supposons qu'on a un cluster qui tourne sur 192, 168 en 2. Quand j'essaie de faire ça, j'ai cette erreur. Is the server running on that host and accepting connections on that socket? Qui n'est pas forcément hyper parlant, malheureusement. Donc, comment on résout ça? On peut voir le paramètre Listen Addresses. Donc, Listen Addresses, ça précise sur quelle adresse IP Postgres va écouter les connexions. Par défaut, c'est positionné à localhost. Donc, ça veut dire qu'il va écouter que les connexions locales loopback. Pour permettre les connexions depuis l'extérieur de notre cluster Postgres, on peut le positionner à étoile. Ça permet d'écouter sur toutes les interfaces IP. Et il y a d'autres possibilités, donc j'ai mis le lien vers la doc. Malheureusement, même après avoir fait ça, je ne peux toujours pas me connecter. Mais qu'est-ce qui se passe? Cette fois-ci, on me parle d'entrer dans le fichier pghpa.conf. Mais c'est quoi ça? Le pghpa.conf, c'est un fichier qui se trouve dans le Data Directory qu'on a déjà vu, qui contrôle les users qui peuvent ou ne peuvent pas se connecter au cluster Postgres. Donc, ça dit quel user, depuis où, avec quelle méthode d'authentification, et si la connexion doit ou pas être chiffrée. Le fichier par défaut permet uniquement les connexions locales. Par contre, le fichier contient également beaucoup d'exemples et d'infos sur comment configurer, comment créer les entrées. Donc, je vous invite à lire, à regarder dans ce fichier par défaut. Donc, pour régler mon souci, j'ai ajouté cette ligne dans mon fichier pghpa.conf. Mais comment je savais quelle valeur mettre? La bonne nouvelle, c'est que, encore une fois, le message d'erreur donne des indices. On a le type. Ça peut être soit local, soit host. Donc, je sais que je ne sais pas de me connecter à un serveur local, donc ça doit être host. Mais dans le message d'erreur, ça dit no encryption. Host, ça peut être avec ou sans chiffrement, SSL ou GSS API. Là, ça me dit no encryption, donc je n'ai pas besoin d'ajouter SSL ou GSS API, je peux juste mettre host. La base de données, c'est Devoxx France. Le user, c'est Devoxx App User. Là, c'est l'adresse depuis laquelle j'essaie de me connecter. Donc là, je peux mettre soit une adresse IP, soit une plage d'adresse, soit le hostname. Juste pour revenir, pour database et user, à la place d'un nom de base de données ou d'un nom de user, on peut préciser all. Et ça veut dire que on peut se connecter soit à toutes les bases de données, soit tous les users peuvent se connecter.
Et puis à la fin, j'ai choisi la méthode d'authentification. Je veux que ce user se connecte avec un mot de passe chiffré avec Scramsha 256. Encore une fois, il y a plusieurs méthodes d'authentification possibles. Ils sont expliqués et dans la doc et dans le fichier pghpa.conf par défaut. Mais pour l'instant, c'est l'entrée que je vais ajouter pour régler le souci de connexion. Une fois que j'aurai fait ça, il faut que je reload les paramètres. Donc, je fais un pg reload conf et je vais donner un mot de passe à mon user parce que je ne l'avais pas fait en créant le user. Et je peux enfin me connecter. C'est bien. Donc là, ce n'était pas forcément toutes les erreurs que vous pouvez rencontrer quand vous essayez de vous connecter à Postgres, mais j'espère que c'est suffisant, que vous sachiez comment lire les messages d'erreur et quoi faire dans chaque cas. Mais qu'est-ce qu'on fait si Postgres ne tourne même pas? Si quand vous essayez de vous connecter, vous avez ce genre de message. Donc, c'est un peu comme le message quand il n'y avait pas le bon entrée dans pas le bon valeur pour listen addresses. Mais cette fois-ci, c'est Is the server running locally and accepting connections on that socket? Parce que j'ai essayé de me connecter en local cette fois. Vous pouvez vérifier l'état du cluster du service Postgres pour être sûr que c'est bien que Postgres ne tourne pas. Donc, soit avec l'outil Postgres pgctl, donc pgctl status, soit si vous avez un système avec systemd, vous avez démarré avec systemd avec un systemctl status. Dans ce cas-là, vous ne connaissez pas forcément le nom du service Postgres, donc vous allez peut-être devoir le chercher avant de faire cette commande, donc avec un systemctl list units par exemple. Si vous voyez que Postgres ne tourne pas, il faut regarder dans les logs pour savoir pourquoi ça ne tourne pas. Parce qu'on peut le démarrer, redémarrer, mais s'il y a un souci, on peut essayer de le démarrer, mais s'il y a un souci, c'est possible que ça ne redémarre pas ou c'est possible qu'en le redémarrant, on aura encore des soucis. Vous allez trouver un message « Fatal, the database is shutting down ». Et juste avant ce message, vous aurez les autres messages, les autres erreurs qui auront fait que la base de données s'arrête. C'est peut-être juste que quelqu'un a décidé de faire un shutdown. Dans ce cas-là, il n'y a pas de souci, on peut procéder à redémarrer le cluster Postgres. Je m'excuse, parfois je dis base de données quand je veux dire cluster ou serveur Postgres. J'essaie de ne pas le faire, mais... Pour le redémarrer, encore une fois, on peut faire avec pgctl, donc pgctl start, ou avec systemctl start, avec le nom du service. Et là, sur mon MacBook, bien sûr, je n'ai pas de base de données prod sur mon MacBook, mais c'est assez pratique pour faire des démos, juste pour tester des petites choses. Donc là, je fais avec un brew services start. L'une des erreurs le plus souvent, c'est qu'on n'a plus de place. Donc, qu'est-ce qu'on fait si on n'a plus de place pour notre base de données? Si vous essayez d'insérer des données ou de créer une table et vous rencontrez cette erreur, ça indique qu'il n'y a plus de place. J'ai ajouté le lien vers un blog de l'un de mes collègues chez Crunchy Data qui donne beaucoup plus d'infos sur quoi faire en cas de manque de place. Il y a ce petit hint dans le message qui vous indique de vérifier la place disque. C'est très bien, mais quel disque? Heureusement, il y a le nom du fichier dans le message d'erreur. Donc, ça nous dit quel fichier
n'a plus de place pour agrandir. Le répertoire base ou base se trouve dans le Data Directory. OK. Une fois que vous aurez identifié le disque en question, vous pouvez essayer de faire de la place. La première chose à faire, le plus rapide la plupart du temps et le plus sûr, c'est d'ajouter de la place. Si ce n'est pas possible d'ajouter de la place ou si ça donne pas assez de place libre, parfois le disque qui héberge le Data Directory Postgres est partagé avec d'autres fichiers ou dossiers. C'est pas conseillé. C'est beaucoup mieux que Postgres ait son propre place. Mais si c'est le cas, vous pouvez supprimer ou déplacer ces autres fichiers. Si ça ne suffit toujours pas, est-ce qu'il y a des choses dans la base de données elle-même dont vous n'avez pas besoin? Est-ce que, par exemple, quelqu'un a créé les objets temporaires, des tables temporaires? Est-ce qu'il y a des indices sur des tables qui ne sont pas utiles? Par contre, avant de verrer des objets dans la base de données, il faut bien réfléchir. Est-ce que vous n'avez vraiment pas besoin de ces objets? Ce n'est pas forcément l'étape à faire dans l'urgence. S'il n'y a plus de place dans le répertoire qui contient les fichiers WAL, les write-ahead logs, là, c'est plus grave. Postgres va faire un panic shutdown. Il va s'arrêter pour protéger la base de données. Et là, il faut absolument faire immédiatement de la place. Dans l'immédiat, le plus sûr, le plus rapide, comme avant, c'est d'ajouter de la place. Et si vous vous dites, c'est pas grave, les fichiers WAL les plus anciens, j'en ai plus besoin, je vais les supprimer, ça fera beaucoup de place. S'il vous plaît, ne faites pas ça. On a pas mal de tickets support qui sont justement parce que les gens ont supprimé les fichiers WAL pour essayer de faire de la place. Postgres en a besoin. Il a besoin de ces WAL. Si vous les supprimez, vous n'allez plus pouvoir redémarrer votre base de données. Ça, ce sera beaucoup plus grave de ne pas avoir de la place. Vous allez devoir faire un restore depuis une sauvegarde. Souvent, le souci, quand on n'a plus de place pour les fichiers WAL, c'est qu'on a un souci avec l'archivage des WAL. Donc, on envoie une copie des WAL vers notre répertoire des sauvegardes pour les garder à plus long terme et pour permettre le point-in-time recovery. C'est le paramètre archive command qui précise quelle commande est utilisée pour copier ces fichiers vers l'archive. S'il y a un souci avec ça, si on ne peut pas archiver les WAL, Postgres ne va pas les supprimer du répertoire WAL tant qu'ils n'ont pas été archivés. Donc là, ils vont continuer à accumuler, à prendre de la place sur votre serveur Postgres. Encore une fois, dans ce cas, il va falloir regarder dans les logs. Donc là, par exemple, j'ai fait exprès, j'ai changé mon archive command en faulty archive command. Et là, j'ai le message qui me dit que la commande a échoué et la commande qui pose souci. Donc là, ça vous donne des indices. Vous pouvez regarder est-ce que j'ai les droits sur le répertoire archive. Est-ce que j'ai encore la place dans le répertoire archive? Est-ce qu'il y a une faute dans la commande? Donc, vous pouvez régler ça. Une fois réglé, l'archivage va redémarrer et Postgres va automatiquement supprimer les WAL qui ont été archivés et dont il n'a plus besoin.
Si le souci, c'est qu'on n'a plus de place dans l'archive, donc vous pouvez soit faire ce qu'on a fait avant, ajouter de la place, etc. Mais il y a la commande pg archive cleanup qui permet de supprimer les walls archivés, pas les walls sur le serveur Postgres, on est d'accord. Ça permet de supprimer les walls archivés dont on n'a plus besoin. Réfléchissez bien avant de le faire parce que ça impacte le fenêtre disponible pour le point-in-time recovery. Donc là, je donne un exemple où j'ai gardé deux. Ça, c'est mon répertoire sauvegarde. J'ai gardé 2 sauvegardes depuis lundi dernier et j'ai tous les walls depuis lundi jusqu'ici. Là, les walls avant le premier backup, ça ne sert pas à grand-chose. Si je n'ai pas de sauvegarde avant, je ne peux pas faire un point-in-time recovery, donc ça ne me sert à rien, donc je peux les supprimer. Donc je peux utiliser le PG Archive Cleanup pour les supprimer. Si par exemple, si par contre je supprime les walls archivés ici, là je peux toujours faire un restore de cette sauvegarde, mais par contre je ne peux plus faire un point-in-time recovery entre les deux. Je ne peux plus rejouer les walls pour faire un point-in-time recovery. Le mieux, c'est d'utiliser un outil sauvegarde et restore, comme par exemple pgbackres, qui est utilisé par beaucoup de gens dans la communauté Postgres. C'est un outil open source qui est assez puissant, qui est très fiable. Et ça peut gérer à votre place les sauvegardes et les walls archivés. Vous dites, je veux conserver soit tant de backup, soit je veux garder pendant une semaine, un mois, etc. Et il va gérer ça à votre place. C'est beaucoup plus sûr. Mes requêtes sont trop lentes. Là, c'est toujours la partie un peu compliquée parce que ça peut être pour plusieurs raisons différentes et ça peut être pour des raisons qui ne sont même pas liées à la base de données. Et souvent, il n'y a pas d'erreur. Donc, on n'a pas d'indice dans les logs pour nous dire pourquoi c'est lent. Donc, on ne peut pas regarder tous les cas, mais on veut au moins apprendre à pointer un peu la cause pour voir comment on pourrait régler les soucis. Il faut d'abord se poser quelques questions. Est-ce que c'est une seule requête ou est-ce que c'est toutes les requêtes qui sont lentes? Est-ce que c'est tout le temps ou juste à certains moments que ça arrive? Est-ce que ça a toujours été comme ça ou est-ce que ça a changé récemment? Est-ce que ça impacte tout le monde, tous les utilisateurs, depuis tous les serveurs? Est-ce que ça impacte tous les applis ou uniquement certains? Avant de regarder tout ça en détail, juste quelques choses qui peuvent aider le débogage de ces lenteurs. Donc déjà, on peut positionner le log min duration statement. Donc ça va mettre dans les logs Postgres les infos sur les requêtes qui prennent trop longtemps. Et trop longtemps, ça dépend vraiment de votre système. Donc là, j'ai mis à 1 seconde. Mais si la plupart de vos requêtes prennent plus d'1 seconde, ça va juste générer beaucoup de bruit dans les logs. Vous voulez vraiment voir les choses qui sont trop lentes. Donc, si pour vous 30 secondes, c'est trop lent, vous pouvez mettre 30 secondes. Si c'est 2 secondes, vous pouvez mettre 2 secondes. Vous ne voulez pas forcément avoir ça en prod et pas forcément tout le temps, mais ça peut être utile pour générer des infos dans les logs. PGStat Statements, c'est une extension Postgres qui est installée par défaut avec pas mal de distributions ou les services managés Postgres parce que c'est tellement utile. Ça permet de voir les requêtes qui ont été jouées sur la base de données, combien de temps ils ont fait, combien de fois ils ont été faits, etc.
Là, je vais aller assez rapidement. Donc, il faut configurer dans Shared Preload Libraries, redémarrer Postgres et puis faire un Create Extension dans les bases de données dans lesquelles vous voulez l'utiliser. Une fois que vous aurez fait ça, là, j'ai mis un exemple juste d'une requête, mais vous pouvez requêter la table PGStat ou la vue PGStat Statements pour voir ce qui se passe ou ce qui s'est passé dans votre base de données. Si c'est toutes les requêtes qui sont lentes, bah là, il faut regarder un peu plus loin. Ça peut être qu'il n'y a pas assez de ressources. Donc, il faut regarder les ressources sur le serveur. Est-ce qu'il y a assez de mémoire? Est-ce qu'il y a assez de CPU? Est-ce qu'on a des latences I/O, par exemple? Il sera peut-être nécessaire de demander à d'autres équipes parce que ce n'est pas forcément lié à la base de données. Ça peut être, mais ce n'est pas forcément lié à la base de données. On peut également regarder des choses base de données. Vous pouvez encore une fois regarder dans les logs, voir s'il y a des messages ou des erreurs qui indiquent ce qui se passe. Vous pouvez regarder s'il y a trop de connexions, sachant que Postgres, ça fonctionne mieux avec peu de connexions. Donc, on essaie, ça dépend de beaucoup de choses, mais par exemple, une centaine de connexions. Là, si vous voyez beaucoup de connexions actives, idling transaction, ça veut dire que ça a commencé quelque chose et quelqu'un a oublié qu'il y a une transaction encore. Donc, si on voit beaucoup de connexions, surtout pour une petite système, ça peut être trop, donc ça peut être la cause des lenteurs. Si c'est une seule requête qui est lente, donc vous allez essayer d'améliorer la performance de cette requête en particulier. Et ça, juste cette partie-là, ça peut être une formation d'une semaine. Donc, on va faire assez rapidement. Il est utile de savoir comment Postgres, l'optimiseur Postgres, va exécuter la requête. Donc, il faut le plan d'exécution. Et ça, on peut avoir avec la commande explain. Ça indique comment là où les tables seront parcourues. Est-ce que ça va utiliser un index ou est-ce que ça va parcourir toute la table? Les algorithmes de jointure que ça va utiliser s'il y a plusieurs tables à joindre dans la requête. Une estimation du nombre de lignes dans la requête et une estimation de combien ça va coûter. Donc, c'est en unité arbitraire, mais ça sert à comparer deux plans d'exécution. Pour afficher le plan d'exécution, donc là, j'ai mis juste une requête au hasard. Donc, pour cette presse, j'ai créé une table fontaine à boire. On fait explain ou explain analyze avant la requête. J'ai malheureusement pas le temps d'expliquer toutes les options, mais il y en a pas mal. Sachez juste que Analyze, ça va faire réellement exécuter la requête. Donc, Explain, ça va dire voici comment je vais le faire. Et l'Explain Analyze, c'est voici comment je l'ai fait. Attention, si votre requête modifie des choses et que vous ne voulez pas garder les modifications, mettez-la entre un begin et end pour avoir et begin et rollback pour ne pas garder les modifications. Et ça donne quelque chose comme ça. C'est pas très parlant forcément. Encore une fois, il y a des formations, des blogs, des infos sur comment lire les plans d'exécution, mais on le lit de la ligne plus indentée vers le moins indenté. Donc là, on commence avec un scan séquentiel de ma table. On fait un hash aggregate qui va faire mon group by. Et puis, à la fin, ça fait un sort. On voit toujours deux coups d'exécution. Première, c'est le coup de départ. Donc là, ce sera même avant une seule ligne soit retournée par la requête. La plupart du temps, on s'intéresse
au deuxième qui est le coût total, donc le coût pour retourner toutes les lignes demandées par la requête. L'optimiseur Postgres a besoin de statistiques pour bien planifier l'exécution des requêtes. Il est possible qu'il n'ait pas les statistiques à jour dont il a besoin. Donc, si vous voyez que le plan d'exécution semble peut-être pas utiliser un index que ça devrait utiliser, vous pouvez régénérer les statistiques avec un analyse. Si c'est lent uniquement à certains moments, bah là, il faut chercher est-ce qu'il y a des choses qui se passent à ce moment-là. Est-ce qu'il y a des sauvegardes qui tournent? Est-ce qu'il y a des requêtes analytiques? Est-ce qu'il y a un vacuum qui tourne? Est-ce qu'il y a d'autres opérations de maintenance en même temps? Et si ça a changé récemment, bah, il faut regarder ce qui a changé. Et là, je vais juste passer rapidement sur les autres slides parce que j'ai plus beaucoup de temps. OK. Si ça impacte uniquement certains utilisateurs, on se pose encore des questions. Là, il y a toute une partie sur quoi faire si un objet semble avoir disparu. Heureusement, souvent, quand on pense qu'un objet a disparu, bah, ce ne l'est pas. C'est juste qu'il faut savoir où chercher. Donc là, il faut vérifier que vous cherchez dans la bonne base de données, que vous cherchez dans le bon schéma et que vous avez les droits sur la table. Je ne vais pas regarder en détail parce que je n'ai plus le temps, mais je vais partager les slides. Donc, vous pouvez regarder tout ça sur les permissions, le search path, etc., pour répondre à toutes ces questions. Si la table n'existe vraiment pas, bah là, c'est un peu plus grave. Là, vous allez espérer que vous avez des sauvegardes, de préférence avec un outil comme pgback-rest. Donc là, je vous invite à lire la doc qui explique comment faire les sauvegardes et les restores en cas de besoin. Sachant qu'un restore Postgres, c'est pour tout le cluster. Vous ne voulez pas forcément écraser tout le cluster juste pour récupérer les données d'une table perdue. Donc, vous pouvez, par exemple, restaurer ailleurs et puis utiliser pgdump et pgrestore pour extraire les données dont vous avez besoin et les réinsérer dans votre base de données. OK. Et puis, très rapidement, c'est bon, on a presque 2 minutes. Comment s'entraîner? Bah, y a une extension qui sert qu'à planter votre cluster PostgreSQL. Apparemment de multiples façons variées et destructrices. Tellement destructrice qu'il faut remplir un disclaimer à chaque fois qu'on l'utilise pour dire que oui, je suis sûr, je confirme, je n'ai pas besoin des données dans mon cluster Postgres. Est-ce sûr? Absolument pas. C'est pas utilisé en production. Elle sert uniquement à tester des choses dans un environnement de développement, pas en production. Donc, je répète, s'il vous plaît, n'utilisez pas ça en production, mais ça peut être amusant. Donc, en conclusion, en cas de souci, restez calme. Regardez dans les logs. Lire le message d'erreur. Souvent, les messages dans les logs et affichés sont très parlants et ça va vous indiquer quoi faire. Cherchez dans la doc. La doc est assez complète et ça peut être vraiment utile. Utilisez pgstat-statements, l'extension, pour voir ce qui s'est passé dans la base de données. Et n'hésitez pas à poser des questions sur Slack ou les mailing lists Postgres. Et là, j'ai regroupé quelques ressources, soit que j'ai utilisées en créant cette présentation, soit qui pourraient être utiles, soit pour résoudre des soucis, soit pour s'entraîner. Et je vous remercie de votre écoute.